Donc, comme je vous disais, ce sujet peut être traité de différentes manières, par ordre chronologique de date, par époque artistique ou par espèce d'oiseau. Donc, je vous l'ai dit déjà, c'est la première fois que je m'attelle à ce thème et que je n'ai jamais eu de formation artistique ni en histoire. Et donc, je vous invite à faire ce voyage qu'on va faire de manière tout à fait subjective. Donc, on va commencer à moins 40 000 ans, donc dans le Pléistocène supérieur, au nord de l'Australie, Géniormis. Donc, c'est une peinture rupestre à l'ocre rouge qui a été découverte en 2008. Alors, bon, évidemment, les recherches, après, selon les recherches faites, les dates sont confirmées. Enfin, pour l'instant, c'est la plus ancienne forme d'art connue. Donc, l'oiseau qui est représenté, on pense que c'est un ancêtre de l'émeu. Je vous ai mis la photo de l'émeu pour que vous puissiez comparer. Donc, on passe à moins 35 000 ans, on revient en France avec la grotte Chauvet-Pont d'Arc en Ardèche. Donc, cette grotte trouvée en 1994 avec une représentation d'hibou moyen-duc. Ensuite, on fait un petit tour en sud-ouest de l'Allemagne avec cette petite sculpture qui a été trouvée dans cette grotte où les fouilles ont débuté en 1870. C'est un oiseau en vol en ivoire de mammouth et c'est la plus ancienne sculpture aviaire connue. Alors, est-ce que c'est un canard ou une oie? Ça, vous avez peut-être une idée sur la question. Ensuite, on passe aux grottes de Lascaux en Dordogne, toujours en France, à moins 17 000, donc paléolithique supérieur. Bon, vous devez la connaître, cette peinture rupestre. Donc là, c'est un oiseau au bout d'un trait, vous voyez, à côté de cette peinture étiphalique avec un sexe en érection et ce bison. Donc, à noter que l'homme a 4 doigts. La plus ancienne sculpture d'Asie orientale, qui daterait de 13 500 ans en arrière, en os brûlé. Ensuite, on passe dans la culture Haïda des peuples amérindiens sur la côte ouest du Canada, États-Unis, donc moins 6 000 à moins 4 000. Donc le mythe créateur d'Aïda. Là, vous avez une représentation donc de ce corbeau qui est peut-être le créateur du monde ou le corbeau infantile, toujours égoïste, rusé et affamé. Un petit tour en Égypte avec la période prédynastique Nagada II, 3500 ans à 3150 ans avant Jésus-Christ, avec cette jarre. Les oiseaux sont décrits comme des autruches ou des flamants. Bon, moi, je trouve que ça ressemble plus à des flamants. Donc, on est au site archéologique de Knossos en Crète, à l'âge de bronze. Donc, c'est un griffon oiseau, corps de lion et tête de rapace. Toujours à Knossos. Des fresques retrouvées dans les maisons autour du palais, des perdrix. Toujours à Knossos, un oiseau bleu. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Toujours dans les maisons autour du palais. On passe en Égypte, à nouveau. Et je vais faire un petit tour en parlant des dieux Ibis, le dieu Thoth et le dieu Horus. Donc le dieu Thoth, il a une tête d'Ibis et le dieu Horus a une tête de faucon.
Alors, j'aurais voulu aussi vous parler un petit peu de l'écriture hiéroglyphe. Je ne sais pas si c'est vraiment considéré comme un art, mais bon, pour moi, je trouve. Donc, sur les écrits funéraires et religieux, elle se développe beaucoup. Et la dernière inscription connue date de 394. Elle est figurative, beaucoup d'oiseaux. Donc c'est Champollion qui est le premier à déchiffrer les hiéroglyphes et il expose son travail en 1822. Et vous avez en bas de l'écran à peu près une dizaine de représentations d'oiseaux. Ensuite, c'est la liste de Gardiner en 1927. Cette personne a répertorié 800 signes hiéroglyphes, dont 63 se rapportent aux oiseaux répartis en 23 espèces. Alors en Égypte aussi, on a des tableaux de chasse, des fresques, des tableaux de chasse, malheureusement. Là, c'est de la chasse au canard. On a aussi celle-ci, avec ce chasseur entouré d'oiseaux. Ce relief en calcaire blanc, toujours dans l'Égypte antique, donc c'est dans la cour du temple funéraire Ébis. Des bijoux, des fragments de colliers, de diadèmes en or et en pierres précieuses, pardon. Donc là, on est en Égypte antique Moyen Empire. Toujours au Moyen Empire, sous le règne de Toutankhamon. Je vais passer au tatouage polynésien. Donc, cette pratique est ancestrale et les motifs symboliques des tatouages sur le corps permettaient d'exprimer l'identité et la personnalité d'une personne. Elle indique également le rang et la hiérarchie dans la société, la maturité sexuelle ou la généalogie. Plus l'homme était tatoué, plus son prestige était grand. Et être tatoué, c'était un signe de force, de richesse. Donc, peu après la découverte de la Polynésie par les missionnaires, en 1797, l'art du tatouage fut banni. Et ainsi, il a disparu pendant 150 ans. Les missionnaires considéraient cet art comme barbare. Et on a pu découvrir tous ces tatouages grâce aux notes et aux croquis de l'allemand Karl von Steinen, qui est un médecin, philologue, explorateur, ethnologue. Il a fait plus de 400 schémas de tatouages polynésiens. On passe dans une autre civilisation, la précolombienne, avec le Quetzalcoatl, qui on retrouve chez les Olmèques, chez les Aztèques, chez les Toltèques, chez les Mayas. C'est une représentation qui est mi-oiseau, mi-serpent et qui a subi beaucoup de transformations dans le temps. Il représente le dieu de la connaissance et du vent. Sous sa forme humaine, et il porte un casque. Donc là, vous avez une mosaïque, vous l'avez sur une pièce de monnaie. Voici l'oiseau en question, le quetzal, en vrai. Donc, c'est un oiseau sacré. Et les plumes étaient très prisées, mais l'oiseau n'était jamais tué. Et c'est le plus bel oiseau du monde qui a disparu du Guatemala. Et il y a une sous-espèce qui est présente au Costa Rica. Un petit tour en Chine, donc avec Feng Huang, qui pourrait être inspiré du héron, de l'autruche, de la grue, encore du faisan. Bon là, les avis divergent. Et donc c'est un oiseau merveilleux qui règne sur tous les oiseaux du monde terrestre. Il incarne l'ordre naturel, la sagesse, l'idéal harmonie pour le monde. Feng, c'est la femelle. Le mâle, je me trompe. Wang, c'est la femelle. Et c'est le symbole de l'impératrice, le dragon étant celui de l'empereur. À l'origine, il avait 9 têtes. Et maintenant, vous avez une représentation là. Et il a des ressemblances avec le phénix du monde méditerranéen. À ne pas confondre avec l'oison vermillon du Sud,
qui est un des animaux totems des Orients et du zodiaque chinois. Là, c'est la porte d'un mausolée. Dans la mythologie grecque, vous avez le corbeau qui est représenté avec cet Apollon sur une médaille. Donc l'histoire, c'est un jour, il était si amoureux de la princesse qu'il confia à un corbeau blanc le soin de veiller sur elle. Voilà, et le corbeau a été puni et il a été transformé en un corbeau sombre. Et l'enfant a été sauvé quand même. La mythologie grecque, avec cette œuvre, donc Zeus avec le symbole de la foudre, mais aussi de l'aigle. Pourquoi l'aigle? C'est le seul oiseau à voler tellement haut et à se jeter comme un éclair sur sa proie. Dans la mythologie grecque, vous avez aussi la petite chevêche d'Athéna. Donc, vous savez qu'Athéna surgit de la tête de Zeus, son père, et sur le trône, il y a sa petite chouette, l'animal favori d'Athéna. Donc, Athéna est représentée sur l'euro actuellement, mais auparavant, elle était représentée sur ces pièces d'argent de la Grèce antique. Le corbeau, dans les recueils indiens de contes de Panchatantra, en moins 300, vous avez peut-être entendu parler de ce recueil indien. Et en particulier dans l'acquisition de ses amis, la troisième guerre du corbeau et du hibou, le roi corbeau tenant conseil. Un manuscrit. Un petit tour au musée de Latte avec cette anse canard qui est un alliage cuivreux du 1er siècle. Encore au musée de Latte, un guéridon. Alors canard ou spatule, voilà, à vous de voir. Il est en bois. Nous allons en Espagne, à Santi Ponce, ruine Italica. C'est une mosaïque de la maison aux oiseaux. Donc, l'Empire romain en Espagne, le détail de la maison de Neptune. Une représentation du cygne et de l'Eda. Donc, c'est l'oiseau hermaphrodite. Donc, c'est le symbole du poète inspiré androgyne. Et le plus souvent, il symbolise la lumière mâle et fécondatrice, car Zeus s'est transformé en blanc cygne pour séduire Leda, associé dès lors l'oiseau au désir sexuel. On verra d'autres Leda plus tard. Un petit tour dans la mythologie celtique irlandaise, avec ces corbeaux qui sont dessinés qui sont peints sur une scène de guerre. Je voudrais vous emmener à faire un petit tour au Pérou avec les lignes et les géoglyphes qui sont au sud de Lima, à Nazca et à Pampas de Jumana. J'ai pas l'accent, hein. Donc il y a deux catégories de glyphes. Le premier groupe est figuratif et représente de façon schématique une grande variété de formes naturelles, dont beaucoup d'animaux. Et le second comprend des lignes qui sont en général droites et sillonnent certaines parties de la pampa dans toutes les directions. Leur méthode de formation consistait à enlever les couches supérieures de gravier assombries par les intempéries afin de mettre à la surface des couches rocheuses plus claires. Donc, elles sont à peu près en bon état, à part qu'ils ont construit un autoroute au beau milieu. Vous savez, par exemple, cet oiseau qui a d'abord été décrit comme un colibri et ensuite comme un passereau. Il y a 2000 dessins et il y a seulement 16 oiseaux. Vous avez un condor et un jeune condor. Un héron au long cou.
Au Pérou, toujours avec ce petit bol, on repasse à la mythologie nordique avec les corbeaux, Hugin et Munin. Donc, ils sont assis sur les épaules du dieu Odin, le dieu des morts, de la victoire, du savoir. Enfin, il a beaucoup de casquettes, ce dieu. Et ces corbeaux lui rapportent tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Hugin représente la réflexion au sens de la pensée, du reflet, et Munin représente la mémoire. Odin les envoie chaque jour pour voler autour du monde afin de savoir ce qui s'y passe. Cette mosaïque d'Antioche avec le phénix dont je vous parlais tout à l'heure, un oiseau imaginaire du monde méditerranéen. On retrouve des traces à la création de Rome en moins 753. Ce panneau qui vient d'Égypte au IXe siècle, il caractérise l'influence de l'art samarin en Irak sur l'Égypte. C'est une technique qui fait appel à une taille profonde et en biseau, et ça fait jouer le contraste entre ombre et lumière. Ce panneau devait avoir des couleurs parce qu'ils ont retrouvé une polychromie. C'est donc un art islamique. L'âge des Vikings, avec cette œuvre. Alors vous avez un aigle géant donc, qui réside au bout du monde, et au-dessus de sa tête on a un faucon qui est situé entre ses deux yeux. C'est extrait d'un manuscrit islandais. Le faucon et l'aigle. Encore dans une autre civilisation, vous avez la représentation d'un oiseau tonnerre ici, qui est un totem amérindien. L'oiseau tonnerre est une créature légendaire à la forme d'oiseau, commune aux religions de plusieurs populations amérindiennes de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Donc ces croyances sont un peu différentes selon les tribus. Là, je n'ai pas retrouvé de photos, mais dans le canyon du Dragon Noir en Utah, aux États-Unis, il y a un oiseau peint sur une paroi de grotte par des Indiens Frémonts datés entre 900 et 1100, avec des pigments brun foncé. Et ils décrivent un volatile de plus de 2 mètres. Il a une queue, des ailes semblables à celles des chauves-souris et porte une crête sur la tête. Alors l'appellation d'oiseau tonnerre est probablement une analogie à la foudre qui s'abat brutalement comme certains rapaces et qui chassent en piqué pour briser le cou de leur proie, peut-être par des temps orageux pour profiter des turbulences. Il peut s'agir aussi d'une allusion au claquement des ailes qu'il produirait en volant. Un petit peu de poésie avec le livre de mon cœur, un poète chinois, Fengyong Shanshao. Mes pas ont parcouru les étangs du pays, telle la plante aquatique ballottée sur les eaux. Le phénix sur un arbre se perche et se repose, la grue sur un vieux pin s'arrête et se distrait. L'eau de la pluie imprègne et parfume les demeures. La mousse sur les pierres fait des dessins étranges. La nature est le don le plus faste du ciel et convient tout à fait à ma bêtise têtue. Le Cantique des oiseaux, Farid al-Dinatar. Donc vous avez plusieurs adaptations de cette pièce de ce poète soufi persan, entre autres celle de Jean-Claude Carrière qui est très connue. C'est une bande de 30 oiseaux pèlerins conduite par une huppe faciée. Ils sont à la recherche de Simorgh, un oiseau fabuleux de la mythologie perse. Donc chaque oiseau en fait dans cette pièce de ce poète symbolise un comportement ou une faute. Et alors il faut traverser 7 vallées successives, celle du désir, de l'amour, de la connaissance, de la plénitude, de l'unicité, de la perplexité, du dénuement et de l'anéantissement. Et un à un,
les oiseaux abandonnent le voyage, chacun offrant une excuse, incapable de supporter le voyage. Vous avez aussi des représentations d'oiseaux dans les églises ou les cathédrales. Par exemple, celle-ci à Orcival, en haut de, c'est des chapiteaux en haut de colonnes. Donc il y a pas mal, il y a plusieurs oiseaux qui peuvent être représentés. Là, on a l'aigle. Donc après, bon, c'est une connotation religieuse, hein. Les oiseaux dans une tête, ce sont des pensées qui occupent l'esprit, ne laissant pas de place pour Dieu. Des oiseaux dos à dos, c'est la difficulté de réconciliation de sentiments divergents qui partagent le cœur des hommes. L'aigle est aussi symbole de la lumière, la clairvoyance, l'élévation à la vie spirituelle, la résurrection. Vous avez aussi la colombe qui manifeste l'esprit divin. Là, on va passer à Léonard de Vinci avec ses dessins. Il a dessiné pour des machines volantes. Donc là, vous avez un premier dessin. Ici, un deuxième dessin. Alors, je ne vous la chanterai pas, n'ayez crainte, mais bon, je vous engage à aller écouter ce morceau de Clément Jeannequin. Il a fait une série de pièces consacrées aux oiseaux. Donc, l'alouette, le rossignol. Voilà, je ne vous la chante pas, c'est un peu trop dur. Vous irez voir. Une représentation de Leda et le cygne, donc plus récente, de Tintoretto. Un petit chardonneret. L'oiseau peut être un accessoire significatif, comme pour cette peinture. Donc, dans la main de cet enfant, c'est un jeune de la dynastie de Médicis, Jean de Médicis. Ce tableau a été peint par Bronzino. Et donc, il a niché un petit oiselet, chardonneret, donc élégant, signe de fragilité de l'enfance. Il a niché dans sa main. La colombe, toujours, donc symbole de la pureté et de l'intelligence humaine. Bon, vous connaissez sans doute ce symbole. Là, vous avez la Vénus et l'amour, attendant Mars, de Lambert Sustris, un peintre hollandais. Saint Paul l'Ermite sur ce tableau. Donc Saint Paul l'Ermite, il se retira dans une grotte pour échapper aux persécutions de l'empereur et donc le corbeau venait le nourrir. Une peinture de Le Guerchin. Le corbeau, toujours, globalement, il a quand même une image assez négative. C'est un oiseau infidèle à ses maîtres, égoïste, impur et charognard. Et dans les bestiaires, sa couleur noire en fait le symbole de la mort. Et il est le signe des cataclysmes. Pardon. Donc cette peinture, c'est une peinture de Bruegel l'Ancien, un peintre flamand. Ce petit chardonneret élégant de Karel Fabricius, qui est un élève de Rembrandt, cette œuvre, elle est considérée comme la première véritable peinture en trompe-l'œil. Donc c'est l'âge d'or de la peinture néerlandaise. Un petit haïku, alors avant de vous clamer un peu de haïku, c'est des poèmes brefs visant à célébrer l'évanescence des choses. Traditionnellement, il y a 17 morts, bon ça c'est au Japon, et donc des découpages de sons plus fins que des syllabes, 5, 7, 5. Mais dans la traduction, c'est difficile de garder le 5, 7, 5. Il doit pouvoir être lu en une seule inspiration et il est souvent lié au spectacle de la nature et des saisons. L'hirondelle fait une culbute, qu'a-t-elle oublié? Otsuyu. Mon âme plonge dans l'eau et ressort avec le cormoran. Onitsura. On revient chez nous avec une pièce que vous pouvez
pouvez aller écouter si vous voulez, de François Couperin, qui s'appelle Rossignol mon amour. Donc François Couperin, pour la petite histoire, il a appris la musique avant de savoir lire auprès de son père. Vous avez cet aigle bicéphale qui est représenté dans une chapelle dans les Hautes-Pyrénées. Donc il peut être l'attribut de Zeus, mais aussi du Christ. L'aigle symbolise la concentration à cause de la puissance de sa vision. C'est le seul oiseau à pouvoir fixer le soleil quand il descend en vol. C'est la lumière elle-même qui descend éclairer les hommes. Un autre haïku. Pour chanter, le rossignol n'ouvre qu'un petit bec. Vous connaissez sans doute Voltaire et l'énigme qu'il écrivit. 5 voyelles, une consonne en français compose mon nom. Et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. Le seul mot qui énumère autour d'une seule consonne toutes les voyelles. Il s'agit d'un mot pentavocal, comme disent les linguistes. C'est le mot oiseau. Une représentation de phénix, un animal fabuleux. Il est extrait là d'un livre pour enfants. Un phénix rose. Les haïkus toujours. Si tu es tendre pour eux, les jeunes moineaux te feront dessus. Issa. Du nez du grand Bouddha sort une hirondelle. Sans faire de bruit, il gagne sa vie, le roitelet. Donc on revient près de chez nous avec ce circaète Jean Leblanc. Donc François-Nicolas Martinet, ingénieur, dessinateur et graveur. Il a été le collaborateur de Diderot et d'Alembert pour l'encyclopédie et de Buffon pour l'histoire naturelle des oiseaux. Et à la fin de la carrière, il a publié son propre ouvrage, L'histoire des oiseaux, avec 208 gravures. Je voulais vous parler de Hokusai aussi, donc un japonais, qui a composé une série d'estampes horizontales intitulées Grandes fleurs. Mais ce sont des grandes fleurs avec des oiseaux. Donc voilà, un thème traditionnel au Japon. Donc là, vous avez le bouvreuil. Là, des hirondelles sur hortensia. Et je voudrais savoir si vous connaissez cette petite chanson de J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Chantier coquelicot, mesdames. Certainement que vous la connaissez. Jean-Baptiste Verclin, un compositeur et folkloriste français. Donc, sous ces allures de chansons pastorales naïves, en fait, cette douce mélodie est une véritable fable moralisatrice contre les désirs intrusifs masculins en faveur des jeunes filles. Le rossignol les met en garde contre des mauvais garçons qui voudraient les dépouiller de leur pureté virginale. Un petit tour en Afrique avec des masques à transformation. Donc, ça veut dire que le masque est articulé et qui s'ouvre. Là, c'est un... Pardon, c'est pas en Afrique, excusez-moi. C'est en Colombie-Britannique, au nord-ouest du Canada. Je vais vous montrer comment ça s'ouvre. Voilà. Il y a des fils dans les yeux et ça s'ouvre en tirant sur les fils. Donc, c'est une interrogation sur l'être et la dissociation entre l'identité intérieure et la forme apparente. Voilà, et on trouve la solution dans la métamorphose, donc en ouvrant le masque. C'est une sculpture sur bois. Alors voilà, c'est le petit tour en Afrique avec ce masque bobo du Burkina Faso et Mali aussi, vous en trouvez des masques comme ça. Ici un masque Youré de la Côte d'Ivoire.
Donc les deux oiseaux jouent un rôle purificateur en dévorant les vers qui attaquent le corps des défunts. Ces masques pour les Youré sont tellement dangereux que des femmes de tout âge ne sont pas autorisées à le voir. En Arsénoufo, en Côte d'Ivoire, ce grand Kalao des savanes qui intervient pour le rite initiatif du Poro. En fait, c'est le passage de l'état d'animalité à celui de l'homme. Il se passe en 3 étapes de 7 ans, à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 28 ans. Il est porté par le cortège sur la tête du jeune adepte. Donc le gros ventre représente la fécondité, la connaissance, le large dos, la protection de sa prospérité, les longs becs pointus, sa détermination. Et il ne parle que pour s'engager. Voilà l'oiseau. Cette oie bernache du Canada, donc dessinée par Audubon, vous devez connaître ce peintre animalier. Cette pie, toute petite dans ce grand paysage blanc, un tableau de Claude Monet qui s'appelle Campagne sous la neige. C'était un sujet à la mode en 1860, aux alentours de 1860-70. Et donc c'est un tableau des impressionnistes des plus connus, un paysage éclatant de lumière, une diversité de blancs, une gamme impressionnante. Et la neige est mise en valeur par la note noire de la pie. En fait, Monet venait de faire une tentative de suicide pour des problèmes financiers et il était à Étretat où il a retrouvé des paysages qui lui étaient chers. Ça, c'est les pies à côté de chez moi quand il pleut très fort et qu'elles s'abritent sur la maison, sous le toit de la maison d'en face. On va reparler des corbeaux avec cette œuvre qui s'appelle Angoisse. Ouais, elle est vraiment angoissante. Hein. Une brebis qui pleure son agneau mort, entourée d'une multitude de corbeaux en attente. Une nouvelle Léda, celle-ci est de Paul Cézanne. Les impressionnismes. Donc là, c'est un tableau de Berthe Morisot qui s'appelle Sur le lac ou la petite fille au cygne. Donc le cygne représente la grâce, la légèreté. Voilà. Ici, toujours Berthe Morisot avec une jeune fille avec un oiseau, un moineau, je pense. Un petit nouveau haïku. Martin Pêcheur au clair, les poissons nagent au profond. Chiki. Ce champ de blé au corbeau de Van Gogh, 1890. On revient des tatouages. Alors là, c'est plus les tatouages polynésiens, ce sont les tatouages des prisonniers qui purgent leur peine en prison. Et Charles Perrier, c'est un médecin gardois qui avait un poste à la prison de Nîmes. Donc entre 1887 et 1911, il a été relevé de ses fonctions car l'administration désapprouvait ses travaux de recherche. En fait, il a produit une anthropologie criminelle dont le premier tome a été publié à l'occasion de l'exposition universelle en 1900. Il a étudié plus de 2300 tatouages, il les a photographiés, c'était pas une mince affaire à l'époque. Et il laissait aux détenus la liberté d'orner le livre selon leur talent. Il était frappé par le nombre d'individus considérables sachant lire et écrire. L'instruction élémentaire n'empêche donc pas le tatouage. Et il ajoute que le vagabondage et la prime jeunesse est favorable à cette pratique. Ici, vous avez le douanier Rousseau avec sa charmeuse de serpent. Donc il était à contre-courant et il est devenu célèbre à force d'être raillé dans la presse. Précurseur des surréalistes, post-impressionnistes, art naïf. Ici on a une Ève noire dans un Éden inquiétant avec un oiseau. On dirait bien une spatule.
Alors, il y a aussi les oiseaux dont la musique et la danse aussi. Donc, vous avez l'oiseau de feu qui a été créé en 1910 par Igor Fyodorovitch Stravinsky. Et donc, avec le Sacre du printemps, il a eu une influence considérable sur la façon d'aborder le rythme en musique classique. Et vous connaissez sans doute l'œuvre de Maurice Béjart avec sa compagnie, donc qui s'est produite sur cette musique au XXe siècle. Alors ici, vous avez un autre oiseau, Léda et le cygne, mais cet oiseau, il est noir. C'est un peintre russe qui traite de la spiritualité, de l'occultisme et de la sexualité. Nicolas Kalmakov. Une lithographie avec oiseaux de Raoul Dufy, donc un peintre, dessinateur, graveur, illustrateur, décorateur, créateur de tissus. À partir des années 20, presque toutes ses œuvres sont constituées de plages colorées sur lesquelles se superposent des éléments dessinés, parfois réduits à l'état de symboles lorsqu'il s'agit de représenter des vagues, des oiseaux, de la fumée. Ceci aurait peut-être influencé Picasso. On revient des tatouages, cette fois-ci aux États-Unis, avec Ben Kordek, qui avait un surnom, il s'appelait Big Ben. Il était britannique et né en Inde. Et il produisait de nombreux flashs sophistiqués, marqués de la ligne fine typique du trait à l'anglaise et d'ombres subtiles. Il influença les tatoueurs du début du XXe siècle. Un tatouage, bon, ça c'est un tatouage anonyme que j'ai relevé sur un livre qui s'appelle Et Tattoo. Les hirondelles. Vous en avez aussi des oiseaux en art déco. Là, vous avez les oiseaux du paradis sur un plat en verre au Palais Saint. Pierre d'Avens en 1930. En art déco, cette sculpture qui est une lampe en fait, lampe veilleuse. On revient à la musique. Je voudrais vous parler d'Olivier Messiaen. Lorsqu'il était prisonnier en Allemagne en 1940, il a fait une pièce pour clarinette et qui fait penser au chant. Messiaen était doté d'une oreille absolue. Et c'est un musicien qui est devenu ornithologue. Il disait « Les oiseaux sont nos maîtres ». Donc, son catalogue d'oiseaux est une œuvre pour piano de 13 pièces. Chacune a été écrite en l'honneur d'une province française et chacune porte le nom de l'oiseau type de la région. Le chocard, le loriot, le merle bleu, le trachéoréillard, la chouette hulotte, l'alouette lulu, la rousserolle effarvate, la bouscarle de Séti, le merle de roche, la buse variable, le trachérieur et le courlis cendré. Il a fait aussi une autre œuvre qui s'appelle La fauvette des jardins. Voilà, il a fait ses débuts en 1940 dans un dessin animé américain et il y a eu une traduction française qui s'appelait Picou le pivert. Et le monsieur qui est là en photo, c'est... Bon, vous ne le connaissez pas évidemment, mais bon, c'est lui qui doublait les héros de dessins animés de Bugs Bunny à Woody Woodpecker. Le chant des partisans, donc c'est un hymne de la résistance française durant l'occupation des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est une musique qui est due à Anna Marly, émigrée russe. Les paroles originales françaises de Joseph Kessel, également d'origine russe, et de son neveu Maurice Druon. Il venait de rejoindre les forces libres françaises. Et ce chant commence et finit par les vers suivants. « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?» Alors, ce poème de Jacques Prévert en 1945, donc ensuite, cette peinture d'Henri Matisse, donc peintre, dessinateur, graveur, sculpteur français. Donc il a fait beaucoup d'œuvres intitulées Les oiseaux.
celle-ci 1947. René Magritte aussi, un peintre surréaliste belge. L'oiseau, symbole de liberté, qui allie la terre ou la mer et le ciel. L'oiseau bleu ici en 1947. Encore une Leda avec un signe blanc qui s'appelle Leda Atomica de Salvador Dali. Picasso, donc avec ses colombes de la paix, il en a fait différentes versions qu'il a démarrées en 1949. On revient à des tatouages. On repasse à René Magritte avec sa promesse. Des oiseaux de Georges Braque, ou les deux oiseaux. Donc, c'est un peintre, sculpteur, graveur français que vous connaissez sans doute. Donc, les périodes, fauvisme, père fondateur du cubisme avec Picasso, impressionnisme. Donc, cette œuvre, elle a la particularité d'être au Louvre. En fait, ce plafond en 3 parties a été commandé et mis en place dans la salle Henri II en 1953 en remplacement d'un plafond Blondel qui existait depuis 1938. Donc le motif de l'oiseau apparaît dès 1929 dans l'œuvre de Georges Braque et reste important jusqu'à sa mort en 1963. Il dit d'ailleurs « J'ai été hanté par l'espace et le mouvement ». Jean Marais, qu'on connaît comme acteur en tout cas pour les générations un peu plus âgées, mais il était aussi acteur, metteur en scène, peintre, sculpteur et potier. Donc là, la chouette et qu'il a dessiné. Cette lithographie aussi de Jean Marais, Le jeune homme et l'oiseau. Je ne saurais dire exactement quel oiseau c'est. On peut trouver aussi des oiseaux dans la joaillerie, l'art de la joaillerie. Donc là, ce sont des collections privées de fonds patrimoniaux de la maison Van Cleef et Arpels. Donc les oiseaux du paradis. Le goût pour un naturalisme décoratif est apparu à partir de la fin du XIXe siècle. Dans les films, vous avez les oiseaux d'Hitchcock, un thriller en 1963. Des tatouages toujours, un peu plus récents. Donc ce tatoueur, il était en fauteuil roulant. Voilà, et 1912 à 1980, Stoney Sinclair. Les oiseaux de Buffet aussi, il en a peint pas mal. Donc peut-être pas très rigolo. De l'art aborigène australien, de l'île de Badou. Donc l'artiste c'est Denis Nona. Ces oiseaux frégates partant calmes volent très haut dans le ciel. Ils descendent parfois et passent tout près de la surface de l'eau. Alors les insulaires aborigènes savent qu'ils peuvent s'attendre quelques jours après à des vents forts. Si les oiseaux ne descendent pas jusqu'à la surface, cela signifie que le changement de temps ne sera pas aussi sévère. Voici les oiseaux frégates. Picasso, Pablo Picasso, avec cette femme avec oiseau. Bon, peintre, sculpteur espagnol, créateur du cubisme, je pense que vous savez. Le voici à Antibes. En fait, il était aussi sculpteur, donc, et il avait une petite chouette dans son atelier. En chanson, Blackbird de McCartney. Donc ça a été repris en 1979 par Crosby, Stills & Nash.
L'oiseau bleu de Chagall, donc aussi peintre, graveur et sculpteur. C'est l'idée du bonheur. Ça a été peint plusieurs fois par Chagall dans l'art naïf, surréaliste, cubisme, expressionnisme, art moderne, symbolisme et fauvisme. Il y en a qui ont traversé beaucoup d'époques. Joan Miro. Alors ils sont assez spéciaux ces oiseaux, je trouve. Donc il veut se plier à aucune exigence, ni celle de l'esthétique, ni celle du surréalisme. André Breton disait de lui, il est le plus surréaliste d'entre nous. Vous avez l'oiseau destructeur et l'oiseau au regard calme. Il a fait aussi des sculptures. Donc, quatre sculptures, 2 en bronze et 2 en marbre. Elles sont un peu provocatrices parce que représentent des oiseaux, n'est-ce pas? L'oiseau lunaire et l'oiseau solaire. L'oiseau lunaire est dans un square à Paris et l'oiseau solaire est à Vence. C'est une période qui s'appelle Nouveau Réalisme. Encore des tatous avec Valentine Green en 1970. La BD avec Gaston Lagaffe, que vous connaissez certainement, avec sa mouette rieuse. Un peu spécial la mouette rieuse. La BD aussi avec Corto Maltese. La balade de la mer salée, Hugo Pratt, 1975. De la chanson encore, avec Broken Bird, David Crosby et Graham Nash. Je vous laisserai, j'ai pas trouvé d'enregistrement, donc je vous laisserai chercher, peut-être vous la trouverez. Elle n'est pas très gaie cette chanson. Des tatouages encore avec Mike Malone, un Américain. Il a étudié beaucoup de choses, la céramique, la menuiserie. Il était barbier, photographe, tatoueur. Il a fait beaucoup de choses. Et il a mis fin à ses jours, voilà, avec un coup de feu, après une longue maladie. Je voudrais vous faire aller un petit peu en Inde avec cette sculpture gigantesque. Donc c'est Jatayu en Inde et qui a été sculptée par Rajiv Anchal et son équipe. Il lui a fallu 10 ans pour mener son projet à bien. Et donc il a représenté son projet en 1980. C'est un aigle de la mythologie hindoue Ramaya et il représente la protection de la femme. Et cette statue est située à Chadayamangalam, au sud de l'Inde, à proximité d'un parc naturel. Les plumes sont superposées et décorées individuellement. Vous voyez, 21 mètres de hauteur, 60 sur 46. C'est du béton compacté au rouleau et de l'acier inoxydable. On revient au cinéma avec ce film d'animation de Paul Grimaud avec des textes de Jacques Prévert, Le Roi et l'Oiseau. En fait, ce film, il a mis longtemps à sortir parce qu'il y a eu des désaccords avec différentes équipes. Donc, il a commencé à être préparé en 1946, il est sorti en 1980. Et c'est d'après un conte d'Andersen, La Bergère et le Ramoneur. Bernard Buffet a aussi dessiné des oiseaux, donc j'ai pas pu m'empêcher de vous présenter ce Macareux de 1998. Et je voudrais vous parler encore de quelque chose de particulier. C'est le langage sifflé
qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2009. En fait, il est dans l'île de Gomera aux Canaries. Il s'appelle donc Silbo Gomero. Il reproduit la langue habituellement parlée sur l'île, le castillan, par des sifflements. Il a été transmis pendant des siècles de maître à élève. Il est le seul langage sifflé au monde pleinement développé et pratiqué par une communauté encore importante de plus de 22 000 habitants. Donc le langage sifflé substitue à chaque voyelle ou consonne un sifflement donné. 2 sifflements distincts remplacent les 5 voyelles du castillan, 4 sifflements servent les consonnes. Les sifflements se distinguent par leur hauteur et le fait qu'ils soient interrompus ou continus. Avec de la pratique, les locuteurs peuvent transmettre n'importe quel message. Il est enseigné dans les écoles depuis 1999. Il est connu par la quasi-totalité des habitants et pratiqué par une forte majorité, notamment les personnes âgées et les jeunes. Il est également utilisé pour les cérémonies, y compris religieuses. Donc vous avez vu qu'il existe d'autres peuples siffleurs dans d'autres endroits du monde. Ce toucan 2012 avec Alain Thomas qui veut magnifier l'animal par l'art. Célébration de la beauté de la nature qui choisit l'esthétique de la nature naïve. Un petit tour aux États-Unis avec les Indiens Navajo au Monument de Vallée. Donc là, c'est une représentation de Kokopelli qui est joueur de flûte symbolisant la fertilité, la joie. Il est représenté ici avec un oiseau. C'est une gravure sur une plaque de pierre. Vous avez des oiseaux dans les timbres aussi. Les oiseaux toujours en film d'animation. Rio, vous devez avoir vu que la LPO soutenait ce film d'animation. Donc le haras de Spix n'existe plus à l'état sauvage. Il y a aussi des chanteurs d'oiseaux, Jean Boucaud et Johnny Rass, qui sont 2 amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie. Ils ont d'abord imité leur chant, et puis très vite c'est devenu un réflexe, une passion. Et ils ont ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et devenir de véritables chanteurs d'oiseaux. Donc ils ont été invités dans beaucoup de pays et ils ont eu des prix pour ça. On va voir. Alors là, vous avez encore des artistes qui font des œuvres en papier. Donc ils sont basés en Inde. Nayan Srimali et Vaishla Sudasama. Voilà, ils ont voulu se lancer un défi en 2018, construire 365 espèces d'oiseaux en un an en papier. Donc les 2 artistes commencent par découper des plumes, des becs, des griffes sur des feuilles de papier. Et ensuite, ils assemblent chaque élément pour donner vie à une reproduction d'oiseaux bluffante, de précision, qui mesure moins de 10 cm de hauteur. Alors, je n'ai pas trouvé s'ils ont gagné leur défi, s'ils ont effectivement fait 365 espèces d'oiseaux. Je voulais vous inviter à regarder un peu le street art. Donc, un mur d'espace, un mur est un espace de liberté pour tous et les règles sont faites pour être remises en question. Donc, l'oiseau crée, c'est donc un artiste qui dit « Quand je dessine un oiseau, je m'envole un peu, je prends de la hauteur, je me libère ». Voilà. Et sa particularité, c'est qu'il ne lève jamais le crayon. Il fait sa figure en ne levant jamais le crayon. La craie plutôt. Encore du même artiste. Donc je voulais vous parler d'une exposition qui a eu lieu, qui s'appelait Vernis Passage, au passage du Chantier à la Bastille en 2018,
à l'initiative justement de cet artiste L'Oiseau Crée et de l'association Soyons Fous. Il souhaitait décorer la rue de manière autonome et sans subvention ou discussion avec la mairie. Le but premier est bien d'embellir la rue avec des œuvres de street artistes. Donc vous avez tous les artistes de street art, et qui sont cités là. Et ce fut l'occasion donc de découvrir des autres talents venus d'ailleurs. Et ensemble, ils évoquent les oiseaux, la poésie de leur envol, mais aussi leur disparition dramatique. C'est l'occasion pour certains artistes de rappeler que le street art est dans la rue parce qu'il est à tous. Donc quelques œuvres qui ont été exposées. Alors là, c'est plus à Paris, c'est la fresque aux oiseaux de Lorraine Motti, qui est à Villeveyrac, donc sur un des murs du bâtiment du siège de la LPO Hérault. Et là, vous avez du verre soufflé. Vous avez les plumes devant vous et l'oiseau au fond. C'était exposé à Claré. Antoine Brodin. Voilà, et bien j'ai fini. Donc comme je vous le disais, on verra une autre fois pour aborder ce sujet d'une autre manière.